bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette présentation et cette démo de Squash Automne. Aujourd'hui, je suis accompagné de Florian Gauthier. Bonjour. Qui travaille pour les Professional Services de Squash, qui est un expert dans le domaine sur Squash Automne et qui va vous parler de tout cela. Moi-même, je suis Thibault Le Faucheur et je vous accueille à chaque fois pour des webinaires. N'hésitez pas à m'écrire via l'adresse webinar@enix.fr pour plus d'informations. Je commence par un rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas que Enix est au cœur du projet Squash. Donc Squash est développé depuis plus de 10 ans maintenant par Enix, une ESN pure player de la qualité logicielle. Et donc Enix est le principal contributeur et le seul committeur de la suite Squash qui inclut donc Squash TM, Squash Automne et Squash DevOps. Le conseil en qualité logicielle est au centre de nos actions chez Enix et on se concentre pour fournir à notre clientèle un ensemble de prestations en conseil et en réalisation et apporter toute notre expertise fonctionnelle et technique pour l'ensemble des tests de la chaîne logicielle. Donc Enix, en bref, c'est 4 activités, principalement la réalisation de tests, comme précédemment évoqué, le conseil en qualité logicielle, mais aussi la formation via son école de la qualité logicielle, le QL, et l'édition donc du logiciel Squash. La croissance d'Enix suit une évolution importante depuis 1999 et nous atteignons aujourd'hui un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros et rassemblant 280 personnes. Notre expertise dans la qualité logicielle, elle se retrouve dans plusieurs aspects. Nous avons des centres d'expertise et un partenariat avec GitLab et Jira. Depuis peu, nous sommes Gold Solution Partner Atlassian. Nous faisons également partie de la fondation Robot Framework et sommes, je l'évoquais précédemment, fondateurs de l'école de la qualité logicielle. Nous organisons et animons le club qualité logicielle depuis 2005 et je vais venir tout de suite à la prochaine session qui arrive très bientôt. Donc, pour rappel du calendrier, nous sortons tout juste d'une semaine précédente où nous avions fait déjà un webinaire autour de Squash TM avec la product owner Marion Delobo de Squash TM. Ce webinaire normalement va vous être envoyé pour information en replay tout à l'heure. Il est publié sur notre chaîne YouTube Squash Team depuis hier. Donc, vous pouvez d'ores et déjà consulter le replay. Aujourd'hui, nous sommes bien présents pour la présentation de Squash Automne. À noter les prochaines releases autour des différents modules de Squash. Alors, pour rappel, les releases de Squash Automne et Squash DevOps seront mensuelles. Ce sont déjà mensuelles, donc les prochaines arriveront en octobre, novembre et décembre. Et puis, il y aura également une release Squash TM à venir en novembre. Côté webinar, nous aurons le prochain webinar le 28 octobre. Et à noter qu'il sera en anglais et concernera de nouveau Squash TM, sa nouvelle interface et la présentation de ses fonctionnalités. Enfin, je l'évoquais précédemment, à noter que le 19 octobre, dans moins de 3 semaines, se passera le club qualité logicielle, sur lequel vous pouvez vous inscrire en allant sur le site internet du clubqualitéLogicielle.com. Et il reparlera aussi évidemment de Squash TM, mais aussi de Squash Automne et de son orchestrateur, l'OTF, entre autres. Et nous aurons aussi la chance d'avoir GitLab et un retour d'expérience de la CNAF. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site. Je pourrais vous envoyer les liens, si nécessaire, dans le chat tout à l'heure. Je passe la main à Florian, qui va vous présenter un peu la suite Squash, le module et la démo. Oui, donc rebonjour à tous. Donc, avant, le cœur de notre présentation aujourd'hui, ça sera une démo pour que ça soit bien plus interactif et plus parlant. Mais juste avant, j'ai envie de passer 1 ou 2 slides pour remettre un peu de contexte et savoir de ce qu'on parle quand on parle de Squash Automne. Donc aujourd'hui, la suite Squash, c'est 3 modules. Et l'idée, c'est qu'avec ces modules, on adresse différentes problématiques pour aller de plus en plus vers le test en continu. Voilà. Donc, le premier module que vous connaissez tous ici, c'est Squash TM. Donc, c'est le référentiel de test, peu importe la méthodologie. Et à cela se rajoutent 2 autres modules qui sont même plus que des modules, c'est des distributions de composants, et on reviendra sur ce terme. Squash Automne, qui est là pour aider à industrialiser vos processus d'automatisation de test et leur exécution dans votre processus de recette. Et Squash DevOps pour étendre les capacités de vos pipelines vers du test en continu,
intégrer ces plans de test automatisés dans vos pipelines tout en gardant une traçabilité. Alors, l'ensemble de ces modules et distributions, comme Squash, ont tout un socle open source. Et pour le cas de Squash Automne et Squash DevOps, ce socle open source, ça sera l'Open Test Factory, et j'en parlerai un petit peu plus, juste la slide après. La slide encore pas du coup. Donc Squash Automne, cette slide, elle est surtout là pour m'aider à dire ce que n'est pas Squash Automne. Aujourd'hui, quand on veut automatiser des tests, on a beaucoup de choix concernant l'outillage pour vraiment scripter le test automatisé. Il va y avoir des choses très proches des frameworks de développement, avec ce qui est utilisé par exemple déjà pour les tests unitaires Gnit, avec derrière intégré ou non du Selenium, des choses comme ça. On va avoir des choses beaucoup plus haut niveau, en allant vers le low ou le no-code, avec UFT, Ranorex ou Agilitest, et puis des frameworks au milieu comme Robo Framework qui, grâce à une librairie de mots-clés, facilite l'automatisation, et puis certains spécialisés comme Sopi ou Postman, ou ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, l'automaticien et l'équipe test qui veut proposer de l'automatisation a pléthore de choix d'outils, et l'idée avec Squash Automne, c'était pas de nouveau rajouter un outil pour scripter des tests, mais au contraire, fournir tout le liant autour de ces outils et de laisser le choix du bon outil adapté au contexte projet, au contexte technique, à l'application qu'on veut tester. Et donc, l'idée avec Squash Automne, c'est de laisser le choix de l'outil, mais de fournir l'ensemble de l'outillage autour de ces outils pour le faire de façon unifiée et un peu transparente au niveau de ce choix. Donc, pour ça, on se le fait autour on le propose avec Squash Automne autour de 3 axes. Un premier axe qui est avant même l'automatisation des tests sur la conception des cas de test, parce que on considère que le cas de test manuel est déjà une test automatisé qui va arriver derrière, et donc faire en sorte de pouvoir mettre en place des bonnes pratiques au moment de la rédaction du cas de test, et ben, ça facilite derrière la bonne implémentation de ceci en test automatisé. Et ça, on l'amène beaucoup avec le nouveau cas de test de type BDD qui est apparu dans la Squash 1.21 ou 1.22, je ne sais plus, mais qui est disponible dans les nouvelles versions, et qui permet de prendre un peu de hauteur sur le Gherkin et de se concentrer vraiment sur ce qui fait fonctionnellement un script Gherkin, c'est-à-dire l'enchaînement des pas de test qui sont des mots-clés réservés, les fameux étant donné, que, quand, alors, et des phrases d'action libres qui portent la charge fonctionnelle du pas de test. Donc, l'idée, c'est de fournir un écran dans Squash où on peut faire ça de façon graphique, avec du drag and drop, de l'autocomplétion, sans avoir à se soucier des détails techniques qu'il y a derrière tout ce qui est le Gherkin ou les langages Gherkin. On n'aura pas besoin de se soucier des spécificités du langage. L'avantage aussi, c'est que vu qu'on est un peu plus haut niveau, on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle une bibliothèque d'action, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va écrire une nouvelle action, elle va être automatiquement enregistrée dans notre bibliothèque, et Squash va être capable derrière de le reproposer en autocomplétion quand on va écrire un autre cas de test. Donc, ça favorise la mutualisation des pas de test, de ces actions, et donc c'est déjà une bonne pratique fonctionnelle, la mutualisation de pas de test entre cas de test, mais c'est aussi une bonne pratique en vue de l'automatisation dans le cas où on fait du BDD. C'est pas tellement le scénario, mais bien seulement ces pas de test, parce que les frameworks type Cucumber ou Robo Framework sont capables derrière d'ordonnancer finement ces pas de test. Donc, avoir une bibliothèque à la base bien gérée de pas de test, c'est moins de pas de test à automatiser et moins de pas de test à maintenir derrière. Donc, c'est en cela qu'on favorise la bonne automatisation derrière. Aussi, depuis la 1.19 maintenant, on propose dans Squash ou dans un outil déporté de suivre le processus d'automatisation des tests grâce à un workflow. Donc voilà,
l'idée, c'est que l'automatisation d'un test, c'est une tâche technique et donc elle doit être suivie comme toute tâche informatique. Et donc, inclus dans le processus de recette, au moment où on va décider opportun d'automatiser tel ou tel test, et ben depuis Squash, on va directement pouvoir adresser l'automaticien pour faire rentrer dans son backlog une nouvelle tâche d'automatisation. Et dans ce nouveau ticket, ben, il y aura toutes les informations pour l'automaticien pour qu'il puisse compléter correctement sa tâche. Donc voilà, on va pouvoir inclure vraiment le workflow d'automatisation au cœur de votre processus de recette. Donc ça, c'est avant même l'automatisation. Puis une fois qu'on a bien écrit nos cas de test, ben derrière, va falloir venir la phase d'implémentation de vos tests automatisés. Et donc, va venir le cœur de métier de Squash Automne. Et là, tout le but, ça va être d'être capable de lier un test du référentiel de test Squash TM avec un cas de test automatisé dans le framework de votre choix, dans le studio de votre choix, et déposé derrière sur un repo de code type GitLab, GitHub, Gogs, comme on le verra pendant notre démo. Donc, l'idée, c'est bien de pouvoir refaire ce lien et d'avoir un référentiel unique de vos tests manuels et automatisés. Et après, bah, finalement, une fois qu'on a ce référentiel unique, l'étape naturelle derrière, c'est de vouloir mettre en jeu ces tests dans des campagnes, des itérations et les exécuter. Et donc là, la grande idée de Squash Automne, c'est de pouvoir créer les plans de test dans Squash comme on le ferait d'habitude, en se concentrant vraiment sur le périmètre fonctionnel de la release que l'on veut tester. Donc, soit à partir de plans de test déjà faits et en copiant-collant, soit en utilisant les assistants de création de campagne fournis par Xsquash, par exemple, pour remonter tous les plans de test liés à une requête JQL, soit manuellement dans du drag and drop. Enfin, en fonction de... L'idée, c'est vraiment de créer son plan de test qui correspond au mieux au périmètre que l'on veut tester. Et derrière, c'est si ce plan de test contient des tests automatisés, alors le référentiel de test va être capable de déléguer l'exécution au service d'orchestration des tests. Et c'est ce service d'orchestration qui, donc si on veut être précis, est composé majoritairement de services venant de l'Open Test Factory. Donc lui-même, notre service d'orchestration Squash est bâti sur un service d'orchestration totalement open source que l'on appelle OTF. Et c'est ce service d'orchestration des tests qui, lui, sera chargé d'aller chercher les bons scripts sur les bons repos, d'adresser le ou les environnements d'exécution pour venir derrière piloter l'automate qui lancera tel ou tel script. Donc, en pilotant l'automate, le script va s'exécuter, il va interagir avec le système de test, ça va produire in fine des rapports, et c'est ces rapports qui vont remonter via le service d'orchestration, via le service d'orchestration, ils vont avoir un premier petit parsing pour en extraire les résultats, et c'est ces résultats et ces rapports derrière qui vont remonter dans un Squash TM. Donc l'idée, c'est d'avoir un référentiel unique de test, mais aussi de leur historique d'exécution. Petit effet qui se coule, on le verra pendant la démo, si le cas de test Squash possède des paramètres ou jeux de données associés, alors ces paramètres et jeux de données sont transmis avec l'ordre d'exécution de telle sorte que le service d'orchestration, l'orchestrateur, est capable lui-même de le remettre dans le contexte d'exécution des scripts automatisés. Et donc les scripts automatisés, au moment de leur exécution, vont être capables de valoriser ces paramètres qui sont décrits que dans Squash. Et donc on ne va pas avoir besoin de dupliquer les paramètres fonctionnels entre le référentiel de test et les scripts automatisés. Donc pareil, le référentiel de test vient un référentiel unique des paramètres et jeux de données associés à vos cas de test. Donc pour rendre ça plus clair, je vous propose de passer à la démonstration. Hop, écran 2, je partage. Donc Squash Automne, même l'automatisation dans Squash, ça va tourner autour de trois grands éléments. Le premier qui est Squash TM, donc ça va être le référentiel de test manuel et automatisé dans ce cas. À côté, un référentiel
un repository de code qui sera là pour référencer et mettre en version les différents scripts automatisés. Donc ici, nous, on a un Go Git Server, mais ça peut très bien être un GitLab, un GitHub. D'ailleurs, pour notre démo, on est en train de la faire passer sur GitLab. Donc, vous avez le choix à ce niveau-là. On passe vraiment seulement par l'API Git, globalement. Et en fond, alors, j'aurais rien d'autre à vous montrer que des logs, mais tourne ce fameux orchestrateur qui attend depuis Squash les ordres d'exécution et qui va être là pour piloter l'exécution des tests. Donc voilà, il n'y a pas plus à montrer que ces logs. Donc comment est-ce que ça se passe en détail? Tout passe, l'automatisation dans Squash, tout part déjà de la définition d'un cas de test. Donc comme on le disait, depuis Squash 1.22, est apparu un nouveau cas de test qui est le cas de test BDD. C'est celui que je vais utiliser pendant la démo, mais tout ce que je vais vous montrer, globalement, est faisable aussi dans la grande majorité avec un cas de test classique. C'est juste que le cas de test BDD permet quelques petites choses en plus, et donc on peut pousser la démo un peu plus loin avec le cas de test BDD, mais quand ça sera du spécifique cas de test BDD, je vous le notifierai, et sinon vous pouvez prendre mes paroles comme s'appliquant aussi au cas de test classique sans souci. Donc, pour un cas de test BDD, ça reste un cas de test classique. Donc, elle a un nom. Donc, par exemple, vérifier la disponibilité de la machine à café, une référence et une description qui reste un champ libre avec ce qu'on veut dedans. Il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais, un cas de test BDD, ça reste un cas de test classique avec tous les encarts Squash dont vous avez l'habitude. Et dans le cas où j'ai paramétré mon test pour faire de l'automatisation, un nouvel encart apparaît ici, qui est l'encart automatisation. Donc, on en reviendra plus en détail dans la suite du processus. Mais voilà, c'est quelque chose qui est à paramétrer au niveau de l'espace administration du projet pour rendre éligible. Et donc, c'est quelque chose à faire projet par projet parce que nativement, un projet Squash n'est pas configuré pour faire de l'automatisation. Ça reste un cas de test classique, donc je peux y associer des exigences qui, par exemple, ont elles-mêmes été synchronisées depuis Jira. Si je vais voir cette exigence et que je suis le lien, voilà, ça me ramène sur Jira. Et donc ça, c'est Xsquash qui le permet. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que ce processus d'automatisation s'inclut bien dans tout le processus qu'on définit de test en agile, notamment avec Xsquash et qui vous a déjà été montré précédemment. Alors, les tests ne sont pas exécutés sur le serveur Squash Automne, ils sont exécutés sur des environnements d'exécution. Ces environnements d'exécution, en fait, sont enregistrés au niveau de l'orchestrateur. Et ces environnements d'exécution, par exemple, sont par contre un peu à votre choix d'architecture. Ça peut être aussi bien des containers que des machines virtuelles, que des machines physiques, voire même des postes clients. On conseille pour des questions de stabilité que ce soit sur des serveurs, mais rien n'empêche que ce soit sur un poste client. Voilà. Donc, mon cas de test lui-même est synchronisé depuis, est relié à une exigence qui a été synchronisée depuis Jira, et puis maintenant, je vais vouloir, décrire le critère d'acceptance, le cas de test qui vérifie mon exigence. Donc, dans le cas où je fais du BDD, c'est là où j'ai une petite résultat. Maintenant, j'ai des pas de test qui sont un mot-clé Gherkin que je peux choisir dans une liste déroulante et une phrase d'action qui est du texte libre. Donc, par exemple, si je commence à taper la machine, alors là, l'autocomplétion, Squash me propose en autocomplétion 2 mots-clés. Et moi, je veux, pour tester en précondition que la machine est disponible, déjà qu'elle soit en marche. Derrière, je vais voir si c'est disponible, je vais essayer de passer mon badge. Donc là, hop, pardon.
pas d'autocomplétion, pas grave. C'est juste que cette action n'est pas encore dans ma bibliothèque d'action. Je peux quand même créer mon pas de test, l'inclure dans mon test. Et on le verra par la suite, automatiquement, cette action vient d'atterrir dans ma bibliothèque. Et finalement, si je tape solde, voilà, je veux vérifier que mon solde s'affiche. Alors ici, j'ai tapé solde plutôt que le début de la phrase. C'est juste pour montrer que c'est pas une autocomplétion au sens strict du terme, c'est plus une recherche par groupement de mots-clés au sein de l'action. Donc là, il m'a remonté toutes les actions qui contiennent le mot solde. Voilà, donc là, j'ai globalement décrit mon cas de test. Et ce phénomène d'autocomplétion, donc ça, c'est grâce à un nouvel espace Squash qui est la bibliothèque d'action, qui stocke l'ensemble des actions que j'utilise. Alors, cet espace bibliothèque d'action est un plugin SquashTM, parce qu'on l'utilise avec SquashTM, mais est disponible dans la distribution de composants SquashAtom. Donc, c'est en ça qu'on dit que SquashAtom est une distribution de composants. C'est qu'on a cet orchestrateur Squash qui est le centre, et puis à cet orchestrateur, on va lui rajouter soit des plugins à lui pour pouvoir exécuter, par exemple, des tests dans des technologies propriétaires, ou on va aussi être capable de rajouter des plugins aux outils qui s'y interfacent, ici Squash. Donc, c'est bien en ça que c'est une distribution de composants. Et nous, ce qu'on garantit, c'est que la distribution qu'on fournit dans une version, tous les composants fonctionnent ensemble. Donc, la bibliothèque d'action, ça reste un espace Squash classique, avec à gauche l'arbre des objets de l'arbre de mes projets et des objets sur lesquels je vais pouvoir avoir la description et effectuer des actions. Et à droite, une description de mon objet en cours. Ça reste un espace cache classique, dans le sens où Squash est fondamentalement interprojet. Et donc, je vais avoir bien accès à l'ensemble des actions de l'ensemble des projets sur lesquels j'ai des droits, y compris, par exemple, de projets seulement lecture seule. D'ailleurs, la première action que j'ai utilisée, la machinette en marche, vient d'un projet sur lequel j'ai des droits seulement en lecture, et qui vraiment permet, là, pour le coup, de mettre en place une bibliothèque commune de mots-clés qui est partageable entre plusieurs projets de mon instance Squash. D'ailleurs, si je regarde cette action dans l'ensemble des cas de tests qu'elle a utilisés, je vois qu'elle est utilisée dans beaucoup de tests sur cette action, sur cette instance, pour pas dire sur des tests de l'ensemble des projets, de l'ensemble des personnes habilitées à faire cette démonstration. Donc, je vais pouvoir du coup utiliser des mots-clés qui ne sont pas définis dans mon projet, mais qui sont définis dans d'autres et des bibliothèques un peu plus standards. Finalement, quand je rajoute une action, pareil, elle se rajoute par le compte dans mon projet en cours, dans le projet sur lequel je suis en train de rédiger mon cas de test, et elle possède un certain nombre d'informations minimales, à savoir le cas de test qui a été dans lequel elle a été créée. Je peux par contre venir éditer tous les champs de description de cette action, parce que tout devient du texte libre, et je vais pouvoir rajouter des informations pour définir fonctionnellement ce qu'est censé faire cette action. Et finalement, ici, dans le cas où on fait de l'automatisation, et c'est là il va prendre de l'importance, c'est un tankard implémentation qui va permettre de lister l'ensemble des implémentations de cette action. En gros, l'ensemble des scénarios plutôt dans lesquels cette action apparaît, et scénario étant lui-même automatisé. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir fournir une première idée du coût de l'automatisation d'un cas de test, même si elle est très vague, dans le sens où si j'utilise dans mes nouveaux cas de test que des actions qui sont déjà présentes dans ma bibliothèque et qui ont déjà une implémentation liée, alors je vais pouvoir imaginer que le coût d'automatisation sera plus léger pour ce scénario. Au contraire, si j'utilise que des nouveaux mots-clés, des nouvelles actions,
le coût sera maximal parce qu'il faudra partir globalement de 0. Finalement, avant de quitter cet espace, vous pouvez remarquer qu'il y a ici des actions qui possèdent des parties entre double côtes. C'est la façon dans les langages Gherkin-like de notifier une partie variable de mon action. Donc, la partie variable dans les langages Gherkin-like, le paramètre ne porte pas de nom. Ce qui est important, c'est vraiment la place de cette partie variable dans l'action. Et donc ici, je vais être capable de venir éditer le nom de mon paramètre pour lui donner vraiment le sens fonctionnel que je veux. Et si besoin, je suis capable aussi de lui donner une valeur par défaut. Donc comment est-ce que ça se passe du coup d'utiliser ces actions variabilisées dans des cas de test? On va aller le voir tout de suite. On va pouvoir, par exemple, directement valoriser déjà cette action. Par exemple, si je veux vérifier la livraison d'un cappuccino, déjà, il faut que la machine alpha en marche et que mon solde soit suffisant, parce qu'un cappuccino, ça coûte cher. Alors ici, je vois que l'action me propose une valeur par défaut du paramètre. C'est parce que dans la bibliothèque d'action, il y avait une valeur par défaut qui était renseignée. C'est pas parce qu'elle est par défaut que je ne peux pas venir l'overrider, comme on dirait en bon français. Et donc, je peux le faire directement ici depuis mon invite de saisie, ou comme classiquement en squash, venir l'éditer depuis le pas de test directement. Alors, comme dans un cas de test classique, les parties variables apparaissent en bleu dans squash, pour bien noter que voilà, c'est une partie variable et que là, ici, on a directement valorisé, mais qu'à la base, dans mon pas de test, c'est variable. Donc, après, derrière, je vais pouvoir sélectionner un produit. Donc ici, pas de valeur par défaut, mais je peux de même la renseigner, pas de souci. Et finalement, je dois obtenir un cappuccino. Alors, j'avais oublié de supprimer, donc voilà. Normalement, je voulais juste montrer ici, parce que j'ai mal fait mon travail, j'ai mal fait mon ménage avant. On est capable aussi d'enregistrer directement depuis l'espace cas de test, enfin depuis la rédaction d'un pas de test, des actions qui sont variables, et Squash va les créer automatiquement. Bon, dommage pour moi. Mon effet d'annonce passera. Donc là, c'est pour valoriser directement les parties variables des pas de test, des actions. Ça peut être aussi intéressant de variabiliser le cas de test en lui-même, parce que souvent, quand on veut tester la livraison d'un cappuccino, en fait, ce qu'on souhaite tester, c'est la livraison d'un produit, et après, derrière, on va vérifier la livraison d'un cappuccino, d'un café, d'un thé, d'un expresso, enfin, d'un potage à la tomate, parfois. Et donc, on peut aussi utiliser, du coup, pour cela, dans le cas de BDD, et dans les cas classiques, les jeux de données Squash, qui seront repris au moment de l'exécution des cas de test automatisés. Donc, dans ce cas-là, en fait, plutôt que dans mon pas de test de valoriser directement la partie variable de mon action, je renseigne ici un jeu de données, enfin un champ de mon jeu de données utilisé. Donc, ça veut dire que auparavant, j'ai défini dans mon espace jeu de données un certain nombre de jeux de données avec un certain nombre de champs et de valorisation de ces champs. Et dans mon cas de test, je suis capable de dire, plutôt que de dire pour mon prix, je veux exactement 80 centimes, utilise-moi au moment de l'exécution la valeur qu'il y aura dans la colonne prix de mon jeu de données. Donc voilà, ça permet vraiment de valoriser le cas de test. Donc voilà, là c'était juste pour vous montrer un peu plus autour des cas de test BDD, mis à part la bibliothèque d'action qui est spécifique à ce cas-là. Après, derrière, c'est surtout de la rédaction de cas de test, de la mutualisation de pas de test et de l'utilisation de jeux de données. Vient vraiment la partie automatisation en tant que telle. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai rédigé mes scénarios de test et je vais vouloir les automatiser. Alors, dans le cas BDD,
vu qu'on utilise un langage Gherkin-like, Squash va être capable de générer des squelettes de cas de test, soit en Gherkin pour faire du Cucumber derrière, soit en Robot Framework. Et donc, dans Squash, on peut avoir un aperçu de ce qui sera généré par Squash. Et donc, on voit par exemple ici que Squash reprend les données fonctionnelles de mon cas de test, les différents pas de test, différentes actions, rajoute autour le boilerplate code et la bonne indentation et les choses spécifiques à Gherkin dans ce cas-là. Et en plus, dans notre cas du Gherkin, on reprend les jeux de données associés. Et donc, au moment où on va générer, Squash va être capable de générer ce fameux point feature directement. Donc, finalement, j'ai mon scénario qui est rédigé correctement, vient le moment où je veux l'automatiser. Donc là, comme on disait, dans les projets qui sont configurés pour, on a un nouvel encart ici, un encart de disponible pour l'automatisation. Et donc souvent, ça intervient une fois qu'on a joué 1 ou 2 fois ou 3 fois un cas de test sur une partie assez stable de l'application, et le test est lui-même stable, on va vouloir l'automatiser. Et donc là, on va être capable de rendre le test éligible à l'automatisation. En faisant ça, il y a tout un tas de champs qui apparaissent au niveau de l'encart, mais pour l'instant, le plus important, c'est surtout l'apparition ici de cette petite flèche. Et si on survole dessus, on voit que c'est écrit transmettre. Donc si je clique dessus, 2 choses se passent en parallèle. La première qui est que on a créé un ticket dans le backlog d'automaticien pour le prévenir que ce scénario de test est à automatiser. Donc, ce ticket est créé soit directement dans SquashTM, dans l'espace automatisation ici, soit est délégable à un outil externe type Jira. Alors, notre projet ici, il est paramétré pour le faire dans un outil externe. Donc, il a créé une Jira directement dans le backlog de l'automaticien. Donc, c'est un projet à lui. Et cette Jira, elle contient un certain nombre d'informations nécessaires pour lui, pour l'automaticien, pour pouvoir automatiser le scénario. Donc, un lien direct vers le cas de test qui a servi à créer ce produit, cet item de backlog. Donc, c'est la spécification globalement de sa taille d'automatisation. Et dans le cas du BDD, vu qu'on a été capable en parallèle, Squash, de générer ce fameux squelette de test, et ici est noté l'URL où a été déposé ce squelette. Donc ici, on a déposé un point feature parce que on va faire du Gherkin pour faire du Cucumber derrière. Si c'était du Robot Framework, on aurait généré du Robot Framework. Dans un cas classique, par exemple avec les pas de test action-résultat, Squash n'est pas capable, voilà, c'est compliqué de générer un squelette à partir de cela. Et donc ici, il y a seulement le lien globalement vers ce cas de test. Donc, la première chose à faire quand on est automaticien, c'est par exemple de se l'attribuer, tâche, ou qu'on nous l'attribue, et puis de marquer qu'on commence l'automatisation. Donc, comment est-ce que le workflow fonctionne entre Squash et Jira pour la synchronisation? C'est un mapping entre les états de début et de fin de votre workflow Jira, à renseigner aussi dans l'espace configuration, administration de Squash. Donc ici, j'ai, grâce à mon mapping, indiqué à Squash que j'ai commencé l'automatisation. Donc, derrière, naturellement, en tant qu'automaticien, je vais aller sur mon repo de code et je vais aller voir, dans le cas du BDD, ce qui a été poussé par Squash. Donc, ici, par exemple, je vois qu'il y a 1 minute, un nouveau point feature a été poussé, qu'elle reprend les données fonctionnelles de nos cas de test avec ce qu'on disait tout à l'heure, l'ensemble des spécificités syntaxiques de Gherkin. Donc ici, en tant qu'automaticien, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre du code, alors en Gherkin, c'est du code Cucumber Java, pour automatiser ces différents pas de test. Alors, je ne vais pas le faire en direct, mais toute l'idée, c'est de rajouter des classes et des méthodes Java qui automatisent. Si c'était du Robot Framework, ça serait des points robots ou du Python. Et si on était pas dans un cas de test classique BDD,
Mais dans un cas de test classique, ici, je prendrais ma technologie, que ce soit de l'agilitest ou de l'UFT, ou du JUnit ou whatever, et je scripterai directement mon scénario de test automatisé, et pareil, je le mettrai à disposition sur ce repo. En parlant de technologie compatible, une question est apparue dans le chat demandant si Squash Automne s'interface avec Catalan Studio. Pas encore. C'est dans la roadmap, mais pas encore totalement priorisé. Voilà, hop, je reprends mes esprits. Donc voilà, l'idée c'est de mettre du code informatique derrière ces mots de passe. Alors dans le cas du Gherkin Cucumber, en fait, c'est des annotations sur des méthodes Java pour dire ce bout de code correspond à ce pas de test ici. Donc, on va pas le faire en direct, mais dans ma Jira, par exemple, on va imaginer que je l'ai fait, on est sympa, et dans mon workflow, je suis capable de d'écrire que j'ai terminé l'automatisation. Alors si je reviens dans Squash et que je recharge la page, je vois que Squash, du coup, a été capable de mettre à jour un certain nombre de champs. Les premiers, c'est tout ce qu'on a fait au début, donc l'assignation de la tâche d'automatisation, qui a été assigné la tâche, et le statut d'automatisation. Donc, c'est une synchronisation qui se fait de façon asynchrone. Donc, du coup, c'est réglable toutes les minutes sur cette instance, mais c'est 5 minutes de base, je crois. Et donc là, ça marque encore Automation in Progress. Si on revient dans 1 ou 2 minutes, normalement, on devrait être en Automation. Mais le plus important ici, c'est que les champs script automatisés, technologie de test et URL du dépôt ont été remplis automatiquement par Squash. Alors ça, c'est parce qu'on est dans le cas VDD, et donc vu que c'est Squash qui génère le squelette du script, il sait où il le génère, et donc il est capable de remplir lui-même ses champs. Dans un cas de test classique, ça serait à l'automaticien de venir remplir ici les différents champs. Donc par exemple, si j'automatise en Ranorex, ici, je viendrai sélectionner Ranorex, je viendrai renseigner ici la référence de ce script Ranorex dans ce champ-là, et sur quelle branche de quel repo j'ai déposé mon script Ranorex. Donc à partir de là, pour Squash, donc une fois que j'ai rempli ces champs, et dans le cas où le workflow est activé, que mon statut d'automatisation est passé automatisé, pour Squash, le test est considéré comme automatisé. Donc, je vais pouvoir l'utiliser dans des campagnes. Alors, on va tricher ici parce que je vais prendre un projet qui, lui, est réellement automatisé, donc sur lesquels j'ai vraiment mis des bouts de code derrière les scripts Gherkin, mais c'est la même principe. Donc l'idée, comme on disait, c'est bien sûr de créer son plan de test déjà qui correspond au périmètre fonctionnel de la release que l'on veut tester. Donc si comme moi, vous êtes feignant, par exemple, c'est que vous avez préparé à l'avance vos scénarios, vos plans de base, et puis vous les dupliquez. Hop, donc je copie-colle, je le renomme quand même pour faire ça proprement. Et voilà. À la fin, que j'ai utilisé la duplication, les assistants de création de campagne ou le simple drag and drop, j'ai ici mon plan de test. Alors, ce plan de test, je sais qu'il y a des tests automatisés dedans grâce ici à la présence d'un petit robot. Dans les versions pré-TM2, c'était une petite roue dentée qui était là. Maintenant, c'est un petit robot. Et ce petit robot signale que ce test est automatisé. Donc, je vais pouvoir déjà faire tout ce que je fais avec ce test classiquement, parce que ça reste un plan de test classique pour Squash. Donc, je vais pouvoir, par exemple, les jouer manuellement. Et en fait, ça va surtout être intéressant pour les rejouer manuellement dans le cas de chaos de test automatisé. On a un chaos qui nous revient. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est un problème du test? Est-ce que c'est un problème de l'application qu'on teste? Et on va le rejouer manuellement pour être capable de discriminer. Mais surtout, ce qu'on va être capable, c'est grâce au petit play avec la roue dentée ici, c'est de lancer les tests automatisés directement depuis Squash. Donc si je clique, je vais pouvoir lancer tous les tests ou une sélection. Donc ici, on va lancer tous les tests. Donc j'ai une petite pop-up qui s'affiche de récap qui dit juste
quels sont les tests automatisés que je viens de lancer. Je peux la fermer. Et si je vais du côté de l'orchestrateur, voilà, je vois qu'il est en train d'orchestrer et qu'il est en train de faire des choses. Donc, on va le laisser faire. Et on voit que les premiers rapports commencent à remonter dans Squash. Donc, si je reviens maintenant dans Squash, en rechargeant, voilà. Donc, ici, directement depuis mon plan de test, j'ai les statuts qui sont remontés. Donc, c'est ce qu'on a expliqué. L'orchestrateur est capable d'analyser les rapports bruts des automates pour en extraire les statuts par pas de test et par jeu de données des pas de test. Parce que ce qu'on n'avait pas mentionné, c'est que ce même cas de test a deux jeux de données, à deux lignes de jeux de données associées, un KO et un cas de test. Et on voit bien que ces jeux de données sont valorisés au moment de l'exécution du script parce que celui où on a mis le jeu de données KO est bizarrement KO, et celui sur lequel on a mis le jeu de données OK est bizarrement en statut OK. Donc, j'ai les statuts qui remontent directement ici. Et en plus, par exécution, j'ai une exécution qui est créée au niveau de mon cas de test. Donc, je vais pouvoir, sur cette exécution, sont épinglés les rapports techniques des différents automates de test. Alors ici, c'est des rapports JSON et XML parce qu'on est dans le cas de Gherkin Cucumber. Si on était dans le cas de Robot Framework, on aurait un rapport HTML avec un rapport XML de mémoire. Et après, ça va dépendre globalement de la technologie que l'on souhaite. Dans le cas du UFT, par exemple, c'est le rapport XML qui est ouvrable par l'outil d'analyse des rapports UFT directement. Donc, on va voir vraiment les rapports de la technologie. Finalement, avec Squash Automn et les nouvelles versions de Squash, en plus de cette vision en plan de test, on a ici un nouvel encart, une nouvelle page, qui est la page suite automatisée. Donc, elle permet de regrouper l'ensemble des exécutions de tests automatisés pour leur donner voilà, de la visibilité. Donc, je récupère du détail sur quel test a été lancé dans cette suite automatisée et surtout l'ensemble des rapports qui ont été lancés. En plus, ici, on fournit un rapport Allure qui permet de faire une petite synthèse aussi de ces rapports. Donc, si jamais vous avez des outils de collecte de rapports Allure, ben, vous pouvez en plus utiliser ce rapport qui est généré par Squash. Alors, pourquoi cet onglet suite automatisée, il est intéressant? Imaginons que, toujours dans notre problématique de rejeu, je veux rejouer les tests qui me sont remontés KO pour savoir si c'est bien, si c'est des tests flaky ou non. Ben, je vais pouvoir les sélectionner et relancer seulement ceux-là. Donc pareil, de nouveau l'orchestrateur orchestre. Et côté plan d'exécution, on va voir, en fait, le problématique du plan d'exécution, c'est qu'ici, c'est le dernier statut qui est remonté dans Squash qui est visible. Donc on a une vue à plat des exécutions et on manque un peu de cette profondeur. Alors on peut aller la chercher dans la version premium de Squash Automn, l'ensemble des historiques de l'ensemble des exécutions de chaque Squash avec un petit clic droit ici. Hop, désolé. Ici, hop. Non, pourquoi il ne veut pas? Je l'ai fait tout à l'heure, la dernière fois. Non. Bon, normalement, je suis capable d'avoir accès à l'exécution. C'est parce qu'il n'était pas encore remonté, peut-être. J'ai fait démo. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. J'ai réussi la dernière fois. C'était beau. Non, bon, je vais arrêter de m'acharner. En cliquant droit, normalement, on a accès à l'historique des exécutions par cas de test, mais aussi, et surtout, c'est ce que je voulais vous montrer, au niveau de la suite automatisée, voilà, on va avoir une nouvelle suite automatisée qui s'est créée avec dedans, ici, par exemple, voilà le détail d'exécution seulement de cette cas de test.
Et donc, je vais pouvoir remonter l'historique de l'ensemble des exécutions de test automatisé. Apparemment, c'était en cliquant sur Play que tu pouvais. Ah, c'est en cliquant sur Play. Oui, exactement. Voilà, historique des exécutions. Donc ici, j'ai bien mes 2 exécutions. Merci à la PO Squash qui, en sous-main, me donne les tips. Donc, voilà globalement la fin de la démo. Si, avant de passer plus aux questions, toute l'idée de Squash Automne, c'est vraiment l'interaction fine entre les automates, leur historique d'exécution et un référencement unique dans Squash TM. Et donc, du coup, ça reste des cas de test classiques, même si automatisés. On va avoir accès à l'ensemble des tableaux de bord de l'ensemble des espaces, donc que ce soit des tableaux de bord classiques définis en Squash, mais aussi ceux de l'espace pilotage. Donc, vous allez pouvoir définir des dashboards sur vos tests automatisés, sur vos campagnes de tests automatisés, et ainsi de suite. Donc, je propose de passer du coup aux questions. Donc, est-ce que Squash Automne est compatible avec une V1.20 ou 2.0 minimum? Le minimum, c'est la 1.21 de Squash. Et on conseille une 1.21.4 parce qu'il y a eu des petits ajustements jusqu'à la 21.4. Et à partir de là, c'est compatible de façon ascendante. Alors, exactement, c'est l'orchestrateur de Squash Automne qui est compatible à partir de 1.21. Et après, pour les plugins de la distribution Squash Automne, donc les plugins de Squash TM fournis avec la distribution Squash Automne, et bien là, vous allez avoir des plugins spécifiques à la 1.21, 1.22, à la 1.20 quelque chose, et des plugins spécifiques à la 2.0. Du coup, on me dit qu'on recommande la 1.22 plus que la 1.21.4. Encore mieux. Je crois que c'est sorti avant la 1.21. Quelle version de Squash TM on utilise? Eh bien, bonne question. Je vais me déconnecter avec mon utilisateur actuel. Et je vais me connecter avec l'admin. Et du coup, dans l'espace administration système, je suis en 2.1.0 release avec les plugins de la 2.1.0 release. Donc voilà, notamment on voit ici le Result Publisher qui est un des plugins de la distribution Squash Automne ou le Squash Automne Premium ici aussi qui en a un autre. Pour rappel, la 2.1.0 de Squash TM est sortie fin août, alors que la nouvelle interface graphique est apparue début juillet, donc de cette année. Est-il possible de choisir depuis Squash TM l'environnement d'exécution des tests auto? Alors, aujourd'hui, non, ou de façon détournée. C'est-à-dire que, globalement, vu qu'on est capable de valoriser les paramètres et jeux de données, si le script auto est capable, à partir de cela, de choisir l'environnement, alors oui. De choisir l'agent sur lequel va être exécuté, depuis Squash, aujourd'hui, non. L'orchestrateur a toutes les primitives pour, c'est-à-dire que voilà, on est capable de taguer les différents agents pour telle ou telle technologie ou tel environnement. Aujourd'hui, on n'est pas capable dans Squash de valoriser au moment du déclenchement ces labels. C'est quelque chose qui va arriver dans les versions suivantes, mais aujourd'hui non. Alors, si je me souviens, la gestion des actions est accessible avec la licence Squash Premium. La gestion des actions via la bibliothèque, oui, c'est un plugin qui fait partie de la version de l'attribution payante de Squash Automne, en effet, de la version Premium. Quid de la possibilité de programmer l'exécution des tests automatisés et passer, par exemple, tous les jours à 3h du matin une campagne de test auto? Alors ça, c'est une fonctionnalité qui va être disponible avec Squash DevOps. En fait, on va être capable de programmer un plan de test dans Squash, de définir un plan de test dans Squash, et depuis un outil tiers, que ce soit, par exemple, un Jenkins ou un autre outil de pipeline, on va être et qui lui-même qui portera le cron en fait de l'exécution, on va être capable de demander l'exécution du plan de test
qui est défini dans Squash. Donc, on va être capable depuis le pipeline d'appeler l'orchestrateur en disant « S'il vous plaît, exécutez-moi le plan de test qui se trouve à tel endroit dans Squash ». Et donc, c'est comme ça qu'on va être capable de la programmer. Alors, je sais qu'il y a, on lit dans l'oreillette qu'il y a quelques secondes, voire peut-être une petite minute d'écart entre nous et vous. Peut-être avez-vous d'autres questions à poser à Florian. Dans l'attente de ces dernières, je reprends la parole pour vous rassurer sur le fait que ce webinaire sera disponible normalement en replay via notre chaîne YouTube Squash Team et que je vous notifierai quand ce sera le cas par mail. Suite à votre inscription, nous avons vos mails et on vous préviendra quand ce sera le cas. Nouvelle question. Quelle différence dans l'espace 4 tests entre nouveau 4 tests Gherkin et nouveau 4 tests BDD? Bonne question. Alors, historiquement, dans Squash, quand on a voulu aider à faire du BDD, on a mis en place les 4 tests Gherkin. Et ce que proposent les 4 tests Gherkin, en fait, c'est l'ouverture d'un notepad directement dans Squash pour venir scripter du Gherkin. Si je reviens sur un projet, par exemple. Alors, je suis un administrateur, je ne devrais pas le faire, mais je vais vous le montrer. Voilà, je vais prendre un projet au hasard. Nouveau. Ici, hop. Nouveau 4 tests. Voilà. Gherkin. Toto. Ah. Ici, plutôt que d'avoir des pads de test, j'ai un onglet script et j'ai un notepad qui s'ouvre, alors avec un petit peu de coloration syntaxique, de l'aide ici et la vérification syntaxique, mais il faut néanmoins écrire du Gherkin avec tout ce que ça implique, la bonne syntaxe, la bonne indentation et ainsi de suite. Et le problème, c'est que quand on fait ça, on n'est pas capable de valoriser les différentes actions qu'on va écrire ici dans la bibliothèque d'action. C'est pour ça que pour prendre cette fonctionnalité un peu sous stéroïde, eh ben on a mis en place le 4 test BDD qui permet de se soucier seulement des pas de test sans se soucier de tout ce qui fait Gherkin ou les langages Gherkin-like et surtout de pouvoir profiter de cette bibliothèque d'action. Faudra-t-il donc Squash Automn pour DevOps alors, il la faudra au moins en version open source pour pouvoir lier les 4 tests. Sinon, non. Comment intégrer les tests Robo Framework existants? Le lien Git est-il obligatoire? Alors, oui, le lien Git est obligatoire parce que c'est ce qui permet dans Squash de définir qu'un 4 test est automatisé. Et donc, pour les tests Robo Framework ou autres legacy qui ne sont pas référencés, ce qu'il va falloir faire, c'est venir ici, par exemple, si j'ai un nouveau 4 tests, encore une fois, on va prendre un 4 tests classique pour encore changer, cette fois-ci. Ici, au niveau de mon espace automatisation, ici, de référencer la technologie de mon test, par exemple, Robo Framework, de dire où il est déposé, ici par exemple, et ici, alors c'est en fonction de la technologie, mais donner la référence du 4 test. Et une fois que j'ai fait ça, pour SquashTM, mon 4 test est automatisé, et du coup, ça m'a permis d'importer, si on peut le dire, mon legacy dans Squash, en tout cas de le référencier dans Squash. La date de disponibilité sur un SaaS, alors c'est en cours d'avancement. C'est en cours d'avancement. On n'a pas de date ferme. On est sur les derniers boulonnages. Dès qu'on a une date, de toute façon, ça sera communiqué sur Squash Test. Mais par contre, il sera tout à fait possible d'avoir un SaaS avec Automn et DevOps. Est-ce qu'on peut définir des variables globales pour qu'elles soient utilisées dans toutes les suites de tests et toutes les campagnes? Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est définir des paramètres associés aux suites de tests d'un projet ou d'un groupe de projets. Est-ce qu'on est capable de leur mettre une valeur par défaut? Je crois que oui.
Et du coup, si cette valeur par défaut dans Squash est notée, elle sera transmise automatiquement dans tous les cas de test. Peut-on automatiser en BDD des tests AgiliTest ou Ranorex? Non, pas avec Squash. Pour la bonne raison que voilà, ça demande un support un peu spécifique de chaque framework et c'est plus ou moins facile. Il y a des frameworks qui sont spécifiquement faits pour faire du langage mot-clé, que ce soit RoboFramework ou Gherkin, pour faire des customer derrière, et puis il y en a d'autres qui ne le font pas nativement. Et donc, Squash DevOps est-il nécessaire pour faire fonctionner Squash Atom? Non, Squash DevOps, pour le coup, n'est pas nécessaire. Squash Atom est totalement autonome. Très bien. Eh bien, merci pour toutes vos questions. C'était, je l'espère pour vous, intéressant de pouvoir les poser, d'avoir les bonnes réponses. Attends, il y en a encore qui arrivent. Dans le cas d'un cas de test classique, comment se passe la transmission des variables et des jeux de données à Squash Atom? Alors, la transmission va toujours être la même, c'est l'ordre d'exécution de Squash qui est envoyé à l'orchestrateur, qui contient la valorisation des paramètres et jeux de données. Après, c'est comment les utiliser dans chaque cas de test qui va être dans chaque automate de test qui va être différent. Et par exemple, pour Junit, on fournit une librairie qui est capable de les valoriser. Dans RoboFramework aussi, c'est une librairie Python. Dans Ranorex, c'est via des mécanismes directs prévus par Ranorex. UFT, pareil, et ainsi de suite. Donc, ça va vraiment être techno-dépendant, j'ai envie de dire. Prévoyez-vous d'implémenter des fonctionnalités, outils pour la conception visuelle de cas de test scriptabilité type YEST? Non, le model-based testing, c'est vraiment un métier en soi, enfin en tout cas d'être éditeur de logiciels de model-based testing, et donc YEST le fait très bien, et c'est pas notre ambition d'aller de ce côté. Ferez-vous un webinaire dédié à Squash DevOps ou est-ce déjà fait? Alors, ce n'est pas déjà fait, effectivement. Et on prévoit notamment aussi avec les possibilités d'intégration avec GitLab. Alors, la date n'est pas encore connue et le contenu même est encore en cours de définition, mais on le prévoit. Pour être sûr de ne pas rater la date, vous pouvez vous inscrire, si ce n'est déjà fait, à notre newsletter Squash. Depuis le site squashtest.com, c'est accessible, gratuit et mensuel. Donc, tous les mois, vous avez le calendrier des webinaires à venir. Dès qu'une date sera trouvée, vous serez au courant. Très bien, je vois que cette fois-ci, il n'y a pas de questions. Donc, merci encore à tous pour votre présence. Je vous notifierai lors de la diffusion du replay sur YouTube. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un nouveau webinaire. Et si d'autres questions apparaissent d'ici là, n'hésitez pas à spammer mon collègue à droite et il me fera transmettre et du coup, il m'auto-spammera derrière. Oui, pas de souci. On reste à disposition pour répondre à toutes questions par la suite. On vous souhaite à tous une excellente après-midi et puis on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir.